On dit de cette région qu'elle est le lieu de naissance des dieux. Elle abrite en tout cas quelques-uns des plus beaux vestiges antiques de notre civilisation. Même si son nom signifie littéralement « île de Pélope », le Péloponnèse n'a longtemps été qu'une presqu'île reliée au continent par l'isthme de Corinthe. Doté d'un patrimoine exceptionnel, ce joyau méditerranéen continue de préserver ses multiples trésors, historiques ou environnementaux, ainsi que son fabuleux art de vivre. Le Péloponnèse est situé à un carrefour stratégique entre les grandes puissances militaires et intellectuelles de l'Antiquité, Rome, Athènes et Byzance. Mais sa géographie quasi insulaire lui a permis de conserver une certaine indépendance avec le reste du continent. Dès le 7e siècle avant notre ère, le rêve a germé de créer un canal pour éviter le contournement de la péninsule. Le terrible empereur romain Néron en reprit l'idée en 67 après Jésus-Christ afin d'écourter la traversée de Rome vers Athènes. Face à l'ampleur de la tâche, il dut renoncer. Ce n'est qu'en 1893 que les 6 kilomètres du canal de Corinthe seront inaugurés. C'est notamment grâce au canal que le Pirée est devenu un port majeur de la Méditerranée. Malgré une limitation du tonnage, plus de 11 000 navires l'empruntent encore chaque année, essentiellement des bateaux de tourisme. En longeant la côte par l'est, nous rejoignons Nauplie, la première capitale de la Grèce moderne. La ville occupe une place symbolique dans l'histoire contemporaine du pays. Son architecture révèle de multiples influences. Vénitiens, ottomans, byzantins, grecs, tous ont laissé leurs traces, visibles notamment dans les églises, les ruelles ou encore la forteresse qui surplombe la ville. Carrefour culturel et historique du Péloponnèse, le centre-ville de Nauplie est aujourd'hui considéré comme l'un des lieux les plus accueillants de Grèce. Ses tavernes et ses restaurants sont en permanence animés. C'est dans cette ancienne mosquée que siégeait le premier parlement grec. La bibliothèque municipale a repris les bâtiments d'un ancien pensionnat et contient quelques ouvrages anciens. Construite au XVIe siècle et 2 fois convertie en mosquée, la cathédrale Saint-Georges a accueilli le sacre du premier roi de Grèce. Dans le pays, il existe un objet de la vie courante qui tient autant du sacré que du toc compulsif, le komboloi. Ce lieu lui est entièrement dédié. L'objet serait apparu pendant l'occupation ottomane comme un signe de rébellion. Les Grecs ont cherché à imiter le chapelet islamique des envahisseurs en créant un modèle plus bruyant. En tant qu'objet, le komboloi symbolise donc la liberté. En d'autres termes, le komboloi a été créé parce que le grec avait besoin d'exprimer à quel point il voulait retrouver la liberté qu'il avait perdue. Voilà donc la différence entre un komboloi et un chapelet. Cela fait 4 générations que la famille Delenny cherche à réunir dans ce musée les pièces les plus intéressantes, tout en créant de nouveaux modèles. Il y a plusieurs façons de tenir un komboloi. On peut le compter, c'est comme ça qu'on dit, compter le komboloi, c'est-à-dire les perles. On peut jouer de manière un peu plus intense, par exemple comme ça. Le komboloi doit être fait d'un matériau naturel. Les plus beaux sont fabriqués à partir d'ambre. La région de Nauplie possède plusieurs sites historiques importants.
Les vestiges de Mycène, à 25 km plus au nord, abritent le royaume du légendaire Agamemnon, puissant souverain de la guerre de Troie. La cité fut la plus puissante du monde grec. C'était essentiellement une citadelle fortifiée aux murs impressionnants et entourée d'habitations. Plusieurs nécropoles sont encore en bon état de conservation, comme le trésor d'Atrée, daté de 1300 avant Jésus-Christ, reconnaissable à sa voûte aux pierres taillées parfaitement ajustées. Durant l'Antiquité, les pèlerins accouraient à Épidore de toute la Grèce pour se faire soigner dans le sanctuaire d'Asclépios, le dieu guérisseur. Ce lieu abritait des médecins très réputés. Comme dans tous les sanctuaires grecs, des épreuves sportives et théâtrales étaient organisées en l'honneur des dieux. Mais le site est surtout célèbre pour son théâtre à l'acoustique exceptionnelle. Édifié au IVe siècle avant Jésus-Christ, il est considéré comme l'un des grands chefs-d'œuvre de l'architecture grecque. Il a servi de modèle à de nombreux autres théâtres grecs. Plus au sud, Léonidio est une ville située dans la région de l'Arcadie, au centre du Péloponnèse. On peut encore y entendre parler le tsakonien, un dialecte dorien aujourd'hui en voie de disparition. La mairie et les ruelles du village serpentent à l'ombre de l'impressionnante falaise de Rocher Rouge, qui est un site d'escalade réputé. Certains habitants de la ville n'ont jamais quitté la vallée et perpétuent des traditions ancestrales. Nous sommes chez Christos Nicoloulias, l'un des derniers ferblantiers. Il produit surtout des ustensiles de cuisine du quotidien. C'est une caverne où l'on trouve aussi bien des accessoires religieux que des objets désuets comme cette lampe à huile. C'est une lampe à huile de table. On mettait de l'huile dedans et elle brûlait. Elle générait ainsi de la lumière, comme une lanterne, on va dire. Dans la culture tsakonesse, le tissage a toujours occupé une place importante. Cette maison, que l'on appelle Archontiko Tchouchlou, sert à la fois d'archive pour tout ce qui concerne la culture locale et d'atelier de tissage. La maison s'inscrit dans l'architecture des maisons de Léonidio, avec le balcon, la grande pièce qu'on appelle sala et les pièces annexes. On disait que plus un salon avait de fenêtres, plus le seigneur était riche. L'atelier de tissage est toujours très actif. C'est aussi un vecteur de transmission de la culture tsakone à laquelle les habitants tiennent beaucoup. Les tissages que vous voyez, ces magnifiques tissages, la technique utilisée vient d'Aydin, en 1870, à l'époque en Asie mineure, aujourd'hui en Turquie. Elle a été ramenée par Polixénie Dounia, qui, lorsqu'elle est revenue en Grèce, a pensé qu'elle pourrait l'enseigner aux jeunes filles de manière à aider financièrement leur famille. Elle s'est procuré 4 métiers à tisser, choisi 20 jeunes filles, et c'est ainsi qu'a débuté la première manufacture de tissage à Léonidio. Ces motifs représentent des petites mains, le crabe, le pied du loup, les fleurs, des formes géométriques principalement. Et je pense que ces motifs doivent être sauvegardés. Nous le devons à la génération suivante. Nous devons à nos aînés de les garder vivants, car ils nous les ont transmis, et nous devons les transmettre à nos enfants. Les kilim, c'est l'identité de notre village, de notre territoire d'une manière générale. De la Tsakonie, c'est la nôtre. Aujourd'hui, les commandes affluent, permettant ainsi de financer l'entretien de cette grande demeure historique et d'apporter un revenu complémentaire à plusieurs familles. À proximité, le village de Peramelana entretient aussi avec passion cette culture tsakone. Adossé à la chaîne montagneuse du Parnon et ouvert sur la mer Égée, c'est un petit village agricole et de pêcheurs où la vie reste rythmée par la nature. Nous sommes chez Matina Emilio, spécialiste reconnue de la pita. Elles sont en train d'en préparer 2 pour leurs enfants et petits-enfants. Ce plat traditionnel demande quelques tours de main.
Ναι, φέρε μου το μικρό, εμένα και πάρε εσύ αυτό. Μπορεί να τραβήξει τόσο. Άσο να πέσει. Άσο να πέσει ακόμα είναι μετά. Tous les ingrédients proviennent soit de leur champ pour la pâte, soit de leur potager pour les légumes. On pétrit la pâte, on l'étale, on coupe les shortas, du fromage. Les shortas, je les trouve dans mon jardin, car moi j'ai un grand jardin. Je cultive mes shortas. On prépare toujours nos pitas nous-mêmes. Parfois, on les fait aussi pour des mariages, mais souvent, on les fait plutôt pour la période du carnaval. On les mange avec des grillades. À l'époque, on l'emmenait dans les champs comme casse-croûte. C'est un plat qui peut se conserver assez longtemps. Le feu de bois fait partie intégrante de la recette. Ne pas oublier le jaune d'œuf pour dorer le tout. Πάρε εσύ τώρα το μαγκούρι. Ναι, και περίμενε. Περίμενε. Ωραία. Αυτό είναι πιο βαρύ. Le résultat est bien entendu magnifique. Et ce n'est pas la famille qui va s'en plaindre. Απουνάτο το λάδι. Έλα. Πού είναι η χοντρή που μου λες? Έχουν. Είναι τέσσερις. Ένα κολόγιο από την αμερική. Ένα κολόγιο από την αμερική. Nous poursuivons notre route vers la pointe sud-est du Péloponnèse, à la découverte de l'un des sites les plus spectaculaires de la région. Surgissant des eaux de la mer Égée, les falaises de Monemvasia dévoilent une cité qui date du VIe siècle. Encerclé par les eaux et la roche, le lieu a été peuplé par des Spartiates fuyant les invasions slaves. La cité était une plaque tournante du commerce de la Morée byzantine, dont faisait partie le Péloponnèse. En contrebas du fort, niché entre les murailles, la cité médiévale se répartit sur plusieurs niveaux, tandis que la ville moderne de Géphira se situe en dehors de la digue. Un dédale de ruelles et d'escaliers sinueux attend le visiteur entre maisons de pierre et jardins clos. Il y avait à l'origine une quarantaine d'églises sur le rocher. Beaucoup ne sont plus que des ruines. L'église Christos Elkomenos, datant du XVIIe siècle, est la plus grande. Elle a été construite lors de la deuxième époque vénitienne à l'emplacement d'un ancien monastère byzantin. La vieille ville de Monemvasia a été jusqu'aujourd'hui particulièrement bien conservée. Nous tous essayons de faire en sorte que les choses se passent bien, sans incident, en étant attentifs que rien ne soit modifié. Le ministère de l'Archéologie est d'ailleurs très strict à ce sujet. On ne peut rien modifier, pas même bouger une vieille pierre. La croissance de la ville s'est faite très rapidement et c'est compliqué à la fois d'améliorer les conditions de vie des gens tout en conservant cette couleur locale telle que nous avons réussi à la maintenir jusqu'à maintenant. Très rapidement, la circulation automobile a été interdite sur le rocher. Il faut dire qu'en été, les visiteurs se pressent pour venir notamment admirer les différentes chapelles byzantines. L'île d'Elaphonisos est surnommée les Caraïbes grecs. Ce bout de terre d'à peine 19 km² était autrefois réputé pour les nombreux cerfs qui la peuplaient. En 375, un violent tremblement de terre l'a détaché du continent. Les visiteurs y accèdent par bateau, en général pour la journée. Hier, lieu de commerce et de civilisation, l'île est aujourd'hui une source de vie, de tourisme et de préservation écologique.
bien loin de l'agitation des grandes stations balnéaires du pays. Si l'île est connue pour ses plages paradisiaques, en particulier Simoos et Sarakiniko, souvent classées parmi les plus belles de Grèce, son écosystème est fragile. Ses dunes de sable et sa végétation sont désormais protégées, tout comme les tortues marines et les phoques moines qui y trouvent refuge. En basculant à l'ouest, dans le golfe de Laconie, les paysages sont tout aussi calmes et apaisés. Dans la baie de Gitio, nous allons suivre les frères Ionannidis, qui pêchent dans ces eaux magnifiques depuis des décennies. Kostas est le capitaine du bateau. Il est secondé par Petros qui l'aide à remonter les palangres et les filets posés la veille. Par ici, nous avons très souvent de mauvaises conditions. Aujourd'hui, c'est une journée magnifique. Le temps est idéal pour pêcher. Mais la plupart du temps, ce n'est pas comme ça. Nous avons de la houle qui rentre. Ils ont appris le métier par leur père, qui était lui aussi pêcheur. Mais comme très souvent autour de la Méditerranée, ils se plaignent de la raréfaction de la ressource. Comme ils aiment la mer, ils sortent malgré tout le plus souvent possible. Personnellement, je pense que chaque année, je prends de moins en moins de poissons. Ça empire. Il y a plusieurs raisons. Une des principales raisons, c'est le changement climatique qui a entraîné une augmentation de la température et de telle sorte que de nombreuses espèces de poissons ne peuvent plus survivre dans ces conditions, car il fait trop chaud et ils partent vers des eaux plus froides. Les deux frères espèrent aussi que la surpêche tout autour du Péloponnèse sera à l'avenir mieux contrôlée qu'elle ne l'est actuellement. Pour l'heure, ils font route vers le port de Gitio afin de vendre leur pêche. Dans la baie, les tortues kawan, une espèce protégée, s'épanouissent tranquillement, sans se préoccuper de ce bateau de pêche qui les observe. Ce petit port de Laconie dissimule une histoire bien plus mouvementée. Il était en effet le port de Sparte dans l'Antiquité. D'après l'Iliade d'Homère, c'est près d'ici que Paris et Hélène se sont réfugiés après leur fuite de Sparte, déclenchant la guerre de Troie. La ville a été marquée par les différentes occupations vénitiennes et ottomanes, puis a joué un rôle important durant la guerre d'indépendance grecque au XIXe siècle. Dans les environs de Gitio, l'épave du Dimitrios est une curiosité. Navire cargo de 67 mètres, construit au Danemark en 1950 et immatriculé au Pirée en Grèce, il s'est échoué en 1981 sur la plage de Valtaki. Plusieurs rumeurs postulent que le navire pratiquait la contrebande de cigarettes entre la Turquie et l'Italie. Avec le cap Matapan, nous atteignons le point le plus méridional de la Grèce continentale. Il est situé à l'extrême sud de la péninsule du Magne. Longtemps inaccessible, les lieux sont restés arides et sauvages.
Par le passé, cette région était un point stratégique, convoité, qui a généré de nombreux combats. Une grande partie des villages du Magne se sont retrouvés hérissés de fortifications avec des maisons surmontées de tours, comme le village de Vathia, plus au nord de la péninsule. Ce village témoigne d'une époque où chaque famille construisait sa tour comme un château miniature. Cette architecture défensive illustre bien le caractère fier et autonome du Magne. Ces tours fortifiées en pierre, les pyrgoïs, construites entre le XVIe et le XIXe siècle, servaient à protéger les familles des invasions, mais aussi des vendettas entre clans. Aujourd'hui, beaucoup de maisons sont abandonnées, ce qui donne à Vathia une allure de village fantôme. Restent ces témoignages de la culture guerrière et indépendante des Magnotes, réputés pour leur résistance aux envahisseurs, notamment aux Ottomans. Ancien port du clan Mavromichalis, l'une des familles les plus influentes du Magne, le village de Limeni a joué un rôle central dans la guerre d'indépendance grecque. On y retrouve encore les tours en pierre caractéristiques du Magne, mais ici associées à la vie maritime. Dans les eaux limpides et riches du golfe de Laconie, on pêche des dorades royales, des bars, mais aussi des calamars et des seiches. Aéropolis est considérée comme la porte d'entrée du Magne. De cette cité sont partis une poignée d'hommes pour reprendre la ville de Kalamata aux Turcs, marquant ainsi le début de la guerre d'indépendance. Au cœur du village, l'église Agios Karalambos est un édifice byzantin qui se distingue par son clocher mur à 2 étages. Sans oublier la statue de Petros Mavromichalis, le héros du Péloponnèse, vainqueur des Turcs. Nous sommes dans l'atelier d'Alexandros Zervobeakos. Sachant que les premières traces de poterie remontent dans la région à 8000 ans, il considère que les pièces qu'il crée ne sont qu'un prolongement de cette longue histoire. Ces objets sont décorés exclusivement à la main, avec des motifs inspirés de la tradition et de la culture populaire grecque. Exactement comme cela se faisait il y a des milliers d'années. Je puise mon inspiration dans le Magne lui-même, dans ses montagnes, sa mer, ses fleurs, ses habitants, ses églises, ses bâtiments. Tout ce qui constitue ma région a quelque chose à m'apporter. Alexandro a été formé par son oncle, qui lui a montré où trouver cette terre précieuse pour ensuite la travailler. Il y a toujours eu dans le Péloponnèse une tradition de la poterie. Mais malheureusement, ces dernières années, les jeunes ne sont plus intéressés pour en faire leur métier. C'est un travail de création qui est plaisant, mais qui est très difficile. De nos jours, les jeunes choisissent des professions plus faciles. Sa fille, qui l'aide dans son travail, n'a pas encore décidé si elle prendra un jour sa succession. En remontant vers le nord, on effectue un bond dans l'histoire de la Grèce antique, à Sparte. Il ne reste que peu de traces de la guerre entre Athènes et Sparte. Les deux cités les plus puissantes se sont pourtant affrontées pendant 25 ans,
de 431 à 404 avant Jésus-Christ, jusqu'à la victoire de Sparte. Sur les flancs du mont Aigette, qui domine la plaine fertile de Sparte, Mystras est une cité byzantine fortifiée fondée au XIIIe siècle par Guillaume de Villard-d'Ohain. Dès le XIVe siècle, Mystras devient le centre politique et culturel du despotat de Morée, un haut lieu intellectuel et artistique de l'Empire byzantin tardif. Le site est aujourd'hui une ville fantôme fascinante avec ses citadelles et palais en ruine. Plusieurs artisans perpétuent cet héritage culturel, comme Yannis Tsouloyannis, un luthier qui réalise des bouzouki. Ces instruments sont de véritables œuvres d'art, comme nous le démontre le musicien Stéphanos Ntolas. En 30 ans de métier, Yannis a développé ses talents d'ébéniste. Il sait trouver des essences rares pour produire des sonorités incomparables. Il reconnaît que toute une vie suffit à peine pour savoir fabriquer ces instruments inscrits dans l'ADN de la nation. Pour celui-ci, il lui faudra près de 3 mois de travail et de patience. Une période durant laquelle le bois de l'instrument prend forme et un temps nécessaire pour que la colle ait le temps de sécher avant de pouvoir commencer à jouer. Il s'agit d'un bouzouki à 4 cordes. J'ai utilisé des essences rares et chères. La caisse est en ébène d'Afrique, qui est un bois noir et dur. La table est en épicéa de Suisse. Et la décoration a été réalisée à partir d'abalone et de nacre. Dans la Grèce antique, ils jouaient d'un instrument similaire. Plus tard, lors de l'époque byzantine, ils jouaient également de la pandoura, du tamboura, du bouzouki, ce genre d'instrument. C'était l'instrument populaire que tout le monde pouvait fabriquer, puis ensuite en jouer. Le bouzouki est absolument lié à l'âme grecque, et c'est ça le plus important.
Αυτό είναι το βασικό. Πλοίων των εμπορευμάτων, κατ' επέκταση, προφανώς. Stéphanos est un musicien professionnel, formé à l'école de Sparte. Il donne des concerts et joue à l'occasion de différentes fêtes. Lui aussi est un passionné. Tout d'abord, j'aime principalement la musique traditionnelle liée à cet instrument, c'est-à-dire les chants populaires et le rebetiko. Je pense aussi que c'est un instrument qui me reflète le mieux en tant que musicien, mais surtout en tant qu'homme. Sparte et Mystras sont des cités attachantes, chacune héritière d'un patrimoine culturel important. Au fond du golfe de Messénie, Kalamata s'étend entre la mer et les pentes abruptes du Tégète. La ville est dominée par un château médiéval bâti par les Francs au XIIIe siècle. Les ruelles anciennes, les églises byzantines et les monastères témoignent encore de son passé prestigieux. La cité occupe une place particulière dans l'histoire moderne de la Grèce. C'est ici que débuta le 23 mars 1821 l'insurrection qui allait conduire à l'indépendance grecque face à l'Empire ottoman. En ce début mai, le marché de producteurs locaux foisonne d'herbes et de légumes. Je suis cultivatrice. J'ai des parcelles du côté de Carteroli, Piperezza, à côté de Messini. Je fais tout toute seule, je récolte et je viens vendre mes herbes et mes légumes. Kalamata est surtout connu pour la qualité de son terroir qui donne des olives d'exception. Fruits et légumes ne sont cependant pas en reste. Ces fraises bio de début de saison sont recherchées. Les différents types de miel sont aussi très aromatiques. Je viens ici au moins une fois par semaine, soit le mercredi, soit le samedi. Les produits ici sont de très bonne qualité, ils proviennent tous de producteurs locaux, nous les connaissons tous pour la plupart. Leurs produits sont bons, leur prix raisonnable, c'est un bon marché ici. De son côté, le marché aux poissons est un endroit animé, à l'image de la richesse des eaux du golfe de Messénie. Plusieurs espèces sont en vedette, comme les dorades, bars, mulets, maquereaux, sans oublier les thons de petite taille. Poulpes et calamars sont au cœur de la gastronomie messénienne, souvent grillés ou mijotés avec du vin et de l'huile d'olive. Parfois, lorsque les conditions sont bonnes, les pêcheurs reviennent avec des oursins. Mais ils sont très convoités et donc difficiles à trouver sur les étals. L'église de Hypapanti est l'un des monuments emblématiques de Kalamata et occupe une place centrale dans l'identité religieuse de la ville. Elle a été édifiée au XIXe siècle sur le site d'un sanctuaire plus ancien. Elle abrite la vénérée icône de la Vierge de Hypapanti, protectrice de la ville, qui, selon la tradition, aurait protégé Kalamata lors de multiples épreuves, notamment pendant la guerre d'indépendance grecque. À l'arrière de l'église, dans le jardin du square d'Hypapanti, on peut voir les bustes des évêques de Messénie qui se sont succédés.
Kalamata est bien sûr connu pour ses olives noires charnues et son huile d'olive réputée, produit phare de la gastronomie grecque. Nous sommes sur les parcelles ancestrales de Christina Stribakou, qui produit une huile d'olive de haut niveau, l'IA. Les oliviers ont une endurance et une longévité parfois extraordinaires, à l'image de certains de ces arbres vieux de plusieurs siècles. Le Péloponnèse est la région de la Grèce où la culture des olives est la plus importante. Bien sûr, il y a aussi la Crète, qui mériterait d'être citée. Mais le Péloponnèse, et en particulier la Messénie, est la plus importante. C'est là où l'on trouve en plus grande quantité la variété Koroneiki. Nous sommes dans une oliveraie traditionnelle, ce qui signifie en termes de culture que les oliviers sont plantés de manière aléatoire. Ce sont des arbres très anciens et ce que nous faisons, c'est d'essayer de préserver la biodiversité de l'oliveraie. En ce lumineux printemps, la nature et les oliviers sont en pleine croissance. Nous sommes actuellement dans la période la plus critique pour la culture de l'olivier, à savoir la floraison et la formation du fruit. Comme vous pouvez le voir ici, les arbres ont commencé à terminer leur floraison et les premières petites olives se forment. Dans le calendrier agricole, l'olive a sans doute la maturité la plus tardive. Ici, on commence à récolter à partir de la deuxième partie du mois de novembre, en fonction de l'intensité du soleil et du niveau de pluie durant l'année. Interdiction de secouer les branches des arbres. Les olives sont récoltées avec précaution à l'aide d'un peigne vibreur équipé de lamelles souples, sans dommage pour le fruit. L'exercice est physique. Le sol a été au préalable tapissé de bâches. Il ne reste plus qu'à les ramasser dans des caisses. Ils sont entre 5 et 6 personnes à cueillir les olives. Jusqu'à 2 tonnes de fruits par jour sont ainsi récoltées. Très rapidement, le butin du jour est acheminé au pressoir. Ils vont faire passer leurs olives les derniers pour que l'on prenne le temps de rincer tout le circuit de pressage. Ils sont en bio, contrairement à la plupart de leurs voisins, et comptent bien le rester jusqu'au fond des cuves. Après une bonne heure et demie de pressage et de malaxage, l'huile coule en abondance. Il faut ensuite la goûter pour y déceler d'éventuels défauts. Lorsqu'elle cuisine avec sa maman, Christina utilise des bidons de 5 litres. Elle avoue en consommer plus de 25 litres par an et par personne. En Grèce, on met de l'huile d'olive un peu partout. Sur les poissons, les salades ou tout simplement sur du pain. Chaque plat est une fabuleuse mise en valeur du terroir. Nous remontons désormais les côtes de la mer Ionienne vers le nord. La petite ville de Métonie est surtout connue pour son impressionnante forteresse vénitienne. C'est une merveille médiévale, remarquablement bien conservée. Entre 1828 et 1833, la forteresse de Modon a servi de quartier général aux troupes de l'armée française pendant l'expédition de Morée. Un chapelet d'îles protège le port et dessine de belles plages sauvages.
Plus au nord, la légendaire plage de Voidokilia, par sa géométrie originale en forme d'oméga, semble avoir été dessinée par les dieux grecs. Les vestiges du château du Vieux Navarin témoignent une fois encore de l'histoire du pays. C'est dans la baie de Pylos que l'on peut remonter le fil de l'histoire. Le 20 octobre 1827 a eu lieu la bataille navale de Navarin, parce que le traité de Londres signé la même année n'avait pas été respecté par les Ottomans. Le sultan, avec l'aide de l'amiral Ibrahim de la flotte égyptienne, débarqua ici, au port de Pylos. Alors qu'à Navarin, les flottes des Alliés étaient déjà arrivées sous le commandement de Gaydon pour la flotte russe, Codrington dirigeait les Anglais et les Français étaient commandés par De Rigny. Les Alliés ont essayé mais n'ont pas obtenu la reddition d'Ibrahim, ce qui a entraîné une très sévère bataille navale, au cours de laquelle les Égyptiens ont perdu quelques 6000 hommes. Cette victoire marqua la fin de la guerre pour la Grèce et son entrée dans son histoire moderne. La forteresse de Pylos n'a rien manqué de cette bataille navale. Appelée aussi Niokastro, le site a été édifié par les Ottomans en 1573. L'objectif était de surveiller l'une des plus belles et des plus stratégiques baies naturelles de toute la Méditerranée. La petite église byzantine, transformée jadis en mosquée, rappelle le passage des civilisations et des religions qui se sont succédées ici. En plein centre du Péloponnèse, près du village de Vasta, se trouve une bien curieuse chapelle. Un petit sanctuaire qui défie la logique et le temps, dédié à Sainte Théodora. Bâtie au XIe siècle, la chapelle est percée de 17 grands arbres qui poussent littéralement sur son toit. De hauts platanes et des chênes, dont les racines plongent à travers les pierres sans jamais fissurer la voûte ni déstabiliser les murs. Selon la légende, le phénomène vient du martyre d'une jeune fille de la région nommée Théodora, qui s'était déguisée en homme pour défendre son village lors d'un conflit. Mortellement blessée, elle aurait demandé avant de s'éteindre que son corps devienne une église, ses cheveux des arbres et son sang une rivière. Un peu plus au nord, nous parvenons dans la partie montagneuse de la péninsule. Accroché aux pentes verdoyantes des montagnes d'Arcadie, Dimitsana est l'un de ces villages où le temps semble s'être arrêté. Ses maisons de pierre aux toits de tuiles et ses ruelles pavées offrent une vue plongeante sur les gorges de Lousios. Le village fut un haut lieu de la Révolution grecque de 1821. Ses habitants fabriquaient de la poudre à canon dans les moulins de la vallée, alimentant les combats pour l'indépendance contre l'Empire ottoman. On l'appelle encore aujourd'hui la ville de la poudre à canon. Lorsque l'on approche des gorges spectaculaires du Lousios, on aperçoit, accroché à flanc de falaise, le monastère de Prodromou. Fondé probablement au XVIe siècle, il fut un lieu de retraite spirituelle pour les moines orthodoxes, mais aussi un refuge pour les résistants durant la guerre d'indépendance grecque. Que ce soit les lieux de prière ou encore les cellules des moines, tout a été creusé à même la roche. Des fresques anciennes ornent les murs, tandis que les 5 moines qui y vivent encore perpétuent un mode de vie simple, rythmé par la prière, le travail et l'hospitalité.
Les visiteurs y sont accueillis avec un café grec et un verre d'eau, selon une tradition immuable. À proximité, la fromagerie de la famille Stavropoulos fabrique depuis 4 générations le Graviera, un fromage à base de lait de brebis et de chèvre. Fondée par Léonidas Stavropoulos en 1895, l'entreprise est aujourd'hui dirigée par Giannis. Le Graviera demande une attention particulière et un écosystème favorable. Il bénéficie ici d'un milieu montagnard à l'herbe généreuse et d'une hygrométrie idéale. Les fromagers ont d'ailleurs obtenu en 2024 la médaille d'or d'un concours méditerranéen. C'est sûr que le lait joue un rôle essentiel. Le climat aussi certainement, mais il y a aussi une question de recette. Une recette secrète qui nous permet d'obtenir des trous dans la pâte. Nous l'avons héritée de mon arrière-grand-père, de mon grand-père, de mon père et aujourd'hui elle m'a été transmise. On ne saura pas si le secret réside dans la présure pour cailler le lait, dans le tour de main dans la cuve ou encore dans le pressage. Chaque matin, Giannis fait la tournée des villages environnants dans toute la région de Mégalopolie pour collecter le lait qu'il apporte directement à la fromagerie. Une fois égoutté, le fromage doit passer au pressage, qui est manuel. Les meules seront ensuite affinées dans une pièce fraîche attenante pour une durée minimum de 3 mois. Le goût de noisette légèrement sucré du Graviera s'intensifie avec la durée de l'affinage. Il est très bon, le goût est exceptionnel, les trous sont bien dessinés, il y a un bel arôme. Il est à 80 jours d'affinage, il est formidable, il est parfait. Lorsqu'on est dans le Péloponnèse, se rendre à Olympie apparaît comme un passage obligé. Berceau des Jeux olympiques, la vallée des dieux possédait alors le stade le plus grand de la Grèce antique. Tous les 4 ans, à partir de 776 avant Jésus-Christ, il accueillait la fameuse compétition.
Ces colonnes abritaient un immense gymnase réservé à la course, au lancer du javelot et du disque. Les dieux n'étaient pas oubliés, comme en témoigne le temple de Zeus, honoré par les athlètes et les spectateurs. La visite d'Olympie est une plongée émouvante dans le berceau du sport moderne. Ces ruines nous transportent 2500 ans en arrière. Avec un peu d'imagination, on peut sans difficulté entendre la clameur du public venu encourager ces héros. Une cérémonie a lieu désormais pour marquer le début des Jeux plusieurs mois avant la première épreuve. La flamme olympique part alors pour un long voyage jusqu'au pays organisateur. Le fameux stade d'Olympie déroule une piste longue de 192 mètres. C'est le terrain de jeu favori des visiteurs qui s'élancent sur les traces des athlètes de l'Antiquité. Une joyeuse manière de rendre hommage aux sportifs qui s'affrontaient dans ce lieu devenu mythique, et pour nous de quitter cette terre couvée par les dieux qui nous a réservé de nombreuses et belles surprises. I led you to the water, but you by